Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Une semaine qui sera marquée par le scrutin d'hier, le premier tour des élections présidentielles. Et pour en parler avec nous ce soir, Daniel Mikidash qui fait partie du comité de soutien à Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Alors on reviendra justement sur les résultats, notamment sur le score effectué par Emmanuel Macron au national, puis surtout à Mayotte. Et on verra ce qu'il propose au Mahorais pour justement votre campagne que vous préparez durant les 15 jours à venir. Avec nous également sur le plateau ce soir Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors les résultats, on les a décortiqués, en tout cas les résultats qu'on a reçus depuis, et on va en parler tout à l'heure avec vous, notamment des scores qui ont été produits sur Mayotte. On en parle bien sûr Pierre, mais d'abord voici les titres de ce lundi 24 avril. Score historique du Front National sur le territoire hier, avec plus de 27% des voix obtenues. Les réactions de la classe politique de tous bords divergent au lendemain de ce tremblement de terre politique qui a notamment vu l'éviction des partis traditionnels. Désormais, place au second tour entre rassemblement et barrage. Reportage. Ce matin, 32 rapports étaient à l'examen lors de la séance plénière du Conseil départemental. Mais l'événement marquant de cette séance reste le coup de sang du président. En effet, il s'est insurgé face aux 10 engagements pris par Manuel Valls lors de sa venue en 2015 et dont 3 ne sont toujours pas appliqués à 2 semaines de la fin du mandat socialiste. Explication. Cela fait 2 ans que le collège de Magicavo a créé son école des parents. Objectif, optimiser les relations familiales et éducatives en faisant participer les parents à la vie du collège. Et ce concept a du succès puisque 205 parents sont devenus élèves. Zoom sur cette école un peu spéciale à la fin de cette édition. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, le duel annoncé pour le second tour de l'élection présidentielle s'est donc confirmé ce dimanche à Mayotte. C'est François Fillon qui termine en tête, plébiscité avec plus de 32% des suffrages. Autre fait marquant de ce scrutin, toujours au niveau local, c'est bien la percée de l'extrême droite. Marine Le Pen réalise ainsi un peu plus de 27% des voix dans le territoire et termine en tête dans 4 communes de l'île. Un score historique pour le Front National. Emmanuel Macron, quant à lui, grand vainqueur au niveau national, complète le podium mahorais avec un peu plus de 19%. Je vous propose d'écouter les réactions de la classe politique locale au lendemain des résultats de ce premier tour dans ce reportage signé Choni Chamsidine et Abbas Alidi. Historique, avec plus de 27% de voix, le Front National réalise son plus gros score dans le 101e département. Marine Le Pen se positionne derrière François Fillon avec plus de 32% et loin devant Emmanuel Macron qui n'obtiennent que 19% de voix. Un résultat sans surprise pour les partisans locaux du FN. Les résultats d'hier, ça signifie l'échec de tous nos élus locaux qui ont laissé Mayotte dans la situation où nous sommes. Donc aujourd'hui les Mahorais, depuis 2012, vous avez vu que les Mahorais sont dans la rue en train de réclamer une égalité réelle. Les Mahorais demandaient juste de vivre mieux chez eux, vivre tranquille. Malheureusement, avec le laxisme judiciaire, ça n'a pas été le cas, donc les Mahorais ont réagi. C'est ça qui a ramené les résultats d'hier. La candidate du parti d'extrême droite arrive en tête dans 4 communes de l'île et figure sur le podium de toutes les communes, alors que son adversaire Emmanuel Macron est plébiscité seulement dans 2 communes du territoire. Pour les alliés mahorais du candidat En Marche, il s'agit purement et simplement d'un vote de contestation. Le premier tour à Mayotte était un vote de contestation qui voulait mettre fin aux politiques publiques telles qu'elles étaient menées aujourd'hui. Notre devoir aujourd'hui, premièrement, c'est d'expliquer à Emmanuel Macron que le changement doit être réel et profond. Parce que la population mahoraise n'acceptera pas des toilettages ou la poursuite de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. De la même manière, il nous appartient à nous, forces politiques, d'être clairs dans nos positionnements idéologiques et de ne laisser aucune ambiguïté dans les orientations que nous souhaitons prendre. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Nous avons compris le message de la population. Je sais que la population mahoraise n'est pas raciste. Je sais que la population mahoraise sait qui est Marine Le Pen.
Pour les partis traditionnels, c'est la soupe à la grimace. Malgré un excellent résultat du candidat de la droite au niveau local, ses soutiens accusent le coup, mais appellent à faire barrage au Front National. Je suis aussi de ceux qui iront, même si c'est dur, qui iront voter pour Macron. En 2002, quand il y a eu le président Chirac contre Le Pen, le père, toute la gauche s'est ralliée à la droite pour faire front. Aujourd'hui, je dirais, c'est le juste retour des choses. Et il n'est pas du tout imaginable pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un de la droite classique, un républicain, d'appeler à voter pour Le Pen, pour l'extrême droite. L'extrême, ça n'a jamais été vraiment quelque chose de bon. L'issue de la finale s'annonce d'ores et déjà historique. La France et Mayotte pourraient pour la toute première fois avoir une femme au sommet de l'État ou le plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Réponse le 7 mai prochain. Alors on l'a vu, Pierre, on l'a vu la classe politique locale réagir aux résultats, notamment ce duel qui s'annonce pour le second tour. Oui, Amina, quand même tirer un mot sur ce résultat à Mayotte qui est vraiment très surprenant, 27%. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, elle avait fait l'effort de venir fin novembre, début décembre 2016. Elle était venue durant 3 jours. Elle savait pertinemment qu'à Mayotte, il y avait des voix à prendre, il y avait des électeurs à convaincre. Elle a réussi clairement son pari. 27%, c'est un score très impressionnant qui était quelque part attendu, mais peut-être pas un score aussi haut de la part du Front National à Mayotte. Un score historique, on sait qu'il y avait des bastions, notamment dans le nord. Maintenant, on voit que notamment à Bouéni, elle a fait 45% des suffrages. C'est considérable. Donc voilà, donc forcément, il y aura des enseignements à tirer de cela. Il y a un second tour aussi, un second tour où ça va être toute la grande question. La clé de ce second tour, c'est le report des voix. On s'en doutait, la plupart des partis, la plupart des chefs de parti, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, ont appelé à faire barrage au Front National. Mais ce vote du Front National, c'est un vote de contestation pour beaucoup, un vote contestataire. Donc rien ne dit que les uns les autres suivront, que les électeurs suivront leur chef de file, en tout cas les partis, les chefs des partis pour lesquels ils ont voté au premier tour. Donc on va bien voir, effectivement, encore une fois, Emmanuel Macron est très haut dans les sondages, mais par rapport à Marine Le Pen, mais souvenons-nous que Donald Trump, 2 semaines avant l'élection, était donné perdant, même la veille de l'élection, il était donné perdant par l'ensemble des instituts de sondage. Donc rien n'est joué. Il y a encore 2 semaines de campagne. C'est aussi important parce qu'il y a beaucoup d'indécis, il y a eu beaucoup d'abstention. En tout cas, vendredi dernier, nous discutions justement de ce vote et on disait que voilà, ça allait être un vote avec beaucoup de surprises. Alors finalement, les sondages ont eu raison sur les 2 candidats du second tour. Par contre, effectivement, il y a quand même des surprises puisque le PS a un score historiquement bas. La droite qui n'est pas au second tour, ce qui là aussi est quasi historique. En tout cas, la droite, le parti, les Républicains, anciennement UMP, RPR, donc un parti. Une envie de changement de la part des Français. Oui, et puis aussi une gauche complètement éclatée avec Jean-Luc Mélenchon qui fait près de 20%. Alors là, effectivement, il y a la question aussi du ralliement de Benoît Hamon, puisque s'il s'était rallié, il y aurait eu probablement un duel Emmanuel Macron face à Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, finalement, ça a été une présidentielle un peu étrange avec François Fillon qui est quand même le grand perdant. D'ailleurs, il vient de se prononcer il y a quelques minutes en expliquant qu'il ne serait pas le chef de file pour les législatives, qu'il n'avait plus la légitimité. Alors beaucoup dans son camp expliquent qu'il ne l'avait plus déjà depuis longtemps et qu'il aurait dû se retirer et ne pas faire campagne jusqu'au bout. Voilà, donc effectivement, on assiste à l'explosion en quelque sorte de la politique en France, en tout cas des camps politiques, des partis politiques. On va voir aux législatives ce qu'il va advenir, et c'est aussi toute la grande question. Les législatives, ça va être difficile, quel que soit le vainqueur, d'avoir une majorité au sortir des élections législatives. Donc on va suivre de très près ce qu'il en est, déjà ce second tour, très important, parce que quand même l'avenir de la France est en jeu. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est ce vote contestataire, parce qu'il faudra s'en souvenir, quel que soit le vainqueur le 7 mai, ce 23 avril fera date et ça amorce quand même un changement profond en France, en tout cas en ce qui concerne la politique en France.
Merci beaucoup Pierre. En tout cas, on continue à suivre la campagne qui se poursuit jusqu'au 7 mai. Et donné favori depuis plusieurs semaines, le candidat du mouvement En Marche aura donc réussi son pari. Pour ce qui est de son programme, l'ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sous François Hollande base sa future politique sur 3 axes principaux. Il souhaite d'abord réduire notre empreinte écologique et accélérer la transition vers une croissance durable. Il veut par ailleurs augmenter le potentiel économique et le niveau d'emploi grâce à une meilleure formation et une participation accrue au marché du travail. Enfin, il envisage de transformer et réorganiser les services publics et le système de santé pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. À 39 ans, Emmanuel Macron veut réformer le pays en profondeur, en commençant par économiser 60 milliards d'euros sur le budget de l'État en 5 ans. Il veut ainsi réduire de 15 milliards les dépenses liées à l'assurance maladie, réduire le nombre de fonctionnaires en supprimant 120 000 emplois ou encore moderniser l'économie. Dans ce domaine, il souhaite notamment créer une assurance chômage universelle, augmenter le revenu net de chacun en réduisant les cotisations sociales ou encore assouplir les 35 heures par des accords négociés majoritaires. En matière de fiscalité, il compte supprimer l'impôt sur la fortune, exonérer de taxes d'habitation 80% des ménages modestes et de classe moyenne et baisser les prélèvements obligatoires de 32 milliards d'euros avec une répartition équitable entre entreprises et ménages. En ce qui concerne la sécurité, Emmanuel Macron veut mettre en place une police de la sécurité quotidienne, recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans et créer 15 000 places de prison. Dans le domaine de l'éducation, il envisage de faire de la crèche un instrument de lutte contre les inégalités. Il veut par ailleurs donner la priorité à l'apprentissage des fondamentaux tels que lire, écrire, compter, tout en renforçant l'accompagnement et les dispositifs d'orientation au collège et au lycée. En matière de santé, le leader du mouvement En Marche compte investir 5 milliards d'euros afin notamment de doubler le nombre de maisons pluridisciplinaires de santé. Il fixe en outre l'objectif de 100% de prise en charge pour 2022 pour les frais de lunettes, prothèses dentaires ou audition. En matière d'écologie, 15 milliards seront alloués à la transition énergétique et à la sortie des énergies fossiles. Il souhaite d'ici 2022 doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque ou encore faire de l'économie circulaire et du recyclage un nouveau modèle économique. Sur la question de l'Europe, il se prononce pour un renforcement de l'Union européenne sur les 5 dimensions de la souveraineté, souhaite généraliser le programme Erasmus avec l'objectif de 200 000 jeunes Français par an effectuant au moins un semestre à l'étranger et prône la mise en place d'un socle de droits sociaux européens. Enfin, au sujet des Outre-mer, il souhaite investir 1 milliard d'euros sur 5 ans pour financer des investissements collectifs des territoires d'outre-mer et reconstruire une politique de mobilité en portant à 200 000 le nombre de billets aidés chaque année pour la mobilité des ultramarins. En un an, le leader du mouvement En Marche, devenu le favori des sondages, a clairement réussi son pari. Arrivé en tête du premier tour avec 23,9%, il aura néanmoins eu plus de difficultés à convaincre sur le département où il se classe 3e. Place maintenant au second tour et au duel qu'il oppose à la candidate du Front National, Marine Le Pen. Conscient que la clé du scrutin repose dans le report des voix et l'abstention, il lui reste 2 semaines pour convaincre les électeurs qu'il représente plus qu'un simple rempart à l'extrême droite. Et on continue justement à parler du programme d'Emmanuel Macron avec l'un des membres de son comité de soutien ici à Mayotte, Daniel Mikidash. Alors on l'a vu décliner le programme d'Emmanuel Macron dans ce reportage. Aujourd'hui, il est question de savoir comment Emmanuel Macron va faire, comment vous allez faire, vous, votre comité de soutien, pour défendre ce candidat pendant les jours qui viennent, pour le faire accéder au statut de président de la République. Mais écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas trop se disperser parce qu'on a vu que bon, par rapport au programme, il y a plein de choses. Mais je tenais à dire que déjà par rapport au Front National, parce que voilà, c'est Marine Le Pen qui est au 2e tour avec M. Macron, et que là, nous, on est complètement, comment dire... Le score vous a surpris ? Non, ça ne nous a pas surpris parce que de toute façon, on s'y attendait un peu, on sait un peu ce qui se passe à Mayotte. Et on va aller dans les 4 coins de Mayotte pour expliquer à la population que voter Front National, c'est pas du tout une bonne chose. Et expliquer aussi qu'est-ce que c'est exactement le Front National. Parce qu'en fait, bon, nous qui avons... Plutôt que de vous focaliser sur votre programme, vous allez plus tenter de montrer que Marine Le Pen... Non, il y a les deux, parce qu'à Mayotte, il y a une mentalité. Il faut vraiment prendre ces choses-là d'une manière très importante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai que c'est très difficile,
et que ces problèmes-là ne vont pas se régler avec une baguette magique. Hein. Je pense qu'il faut expliquer et on a besoin d'apaisement chez nous parce que ça fait déjà des mois, les gens sont sur le qui-vive avec tous les problèmes qu'il y a, ce qui est compréhensible. Mais je pense que avec Emmanuel Macron, c'est surtout la vision. Moi, en tant que, comment on appelle ça, un futur président de la République, on a besoin de quelqu'un qui nous apaise et qui nous donne une vraie vision pour qu'on soit en paix, qu'on puisse se parler et faire les choses d'une manière sereine et humaine. Alors justement, Marine Le Pen, si elle a su convaincre sur Mayotte, on s'imagine que c'est justement par rapport à la question de l'immigration. Elle propose des choses aux Mahorais, choses que les Mahorais veulent entendre, mais Emmanuel Macron, à l'inverse, lui, a fait comprendre que l'immigration, il ne pouvait pas l'arrêter. Donc est-ce que ça n'a pas joué en sa défaveur, justement? Je ne pense pas qu'il a dit que l'immigration ne peut pas l'arrêter. Il a dit plutôt que les autres ont menti de dire aux Mahorais qu'ils vont pouvoir l'arrêter. Donc c'est complètement différent. Effectivement, je pense que c'est le seul. Moi, le jour où j'ai écouté. Mais c'est pas vendeur chez les Mahorais de dire ça. Non, oui, mais il faut dire la vérité. Moi, je pense il faut dire à un moment donné la vérité aux Mahorais, parce que ce que Marine Le Pen a fait, c'est quoi? C'est de faire entendre ce que les Mahorais ont voulu entendre. Et là, je pense qu'il y a une grande démagogie. Personne ne pourra arrêter ce problème d'immigration, de délinquance, etc. Si les Mahorais et les autres îles à côté ne se parlent pas. Je pense qu'on va tellement tourner en rond et on ne va pas régler ce problème-là. Donc je pense que quand il a osé, en tant que futur responsable, président de la République, d'aider également les Comores, je pense que c'est responsable. Je pense que, vu son âge et sa génération, qui nous parle plus en ce sens que il n'a pas envie d'entrer dans comment on appelle ça, les situations africaines avec la métropole, France-Afrique, je voulais dire. On a envie de dépasser cela et de voir d'une manière très pragmatique comment techniquement on va pouvoir régler nos problèmes économiques, faire en sorte qu'on mette en avant des coopérations, des vraies coopérations régionales. Emmanuel Macron pense réussir là où d'autres ont échoué. Je pense, et il l'a dit, et je pense que c'est courageux de le dire. Donc, et je pense que c'est tout ça qu'il va falloir expliquer. Bien sûr, on sait qu'à Mayotte, il y a toute une philosophie, une propagande qui a été aussi nourrie ici par la France. Et du coup, aujourd'hui, les gens pensent de cette manière-là. Il y a une haine qui est entre les îles et Mayotte. Et je pense qu'un vrai responsable, c'est de mettre les choses sur la table et discuter ensemble et pouvoir trouver des solutions, encore une fois, pragmatiques, sereines et humaines. Et j'insiste là-dessus. Alors du coup, comment va se passer la campagne à venir avec est-ce que le comité dans son ensemble, avec toute la diversité de partis, de personnalités politiques qu'il y a, vous allez tous réussir à vous entendre pour aller tous, en tout cas, c'est bien parti. Oui. C'est bien parti parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnalités venant de plusieurs horizons. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, les gens sont ensemble et puis réfléchissent. Et puis là, on est vraiment sur le taquet pour expliquer. Emmanuel Macron, je pense que c'est un visionnaire et que les gens sont très fatigués, que ce soit en métropole d'ailleurs ou ici, justement ce ping-pong gauche-droite, centre, etc. Et je pense qu'on a besoin d'autre chose. Les gens sont fatigués d'entendre des choses qui à chaque fois se répètent et finalement il n'y a pas de résultat. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui propose d'autres alternatives, une autre manière de faire. Donc je pense que c'est carrément une nouvelle génération et je me sens complètement inscrit dans cette génération en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Daniel Mikidash du comité de soutien d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Et en marge des résultats de l'élection présidentielle, la matinée a été marquée par la tenue d'une séance plénière au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Pas moins de 32 rapports étaient à l'ordre du jour, mais ce qui aura marqué les travaux du jour, c'est surtout le coup de sang du président Swabadine Ibrahim Ramadani. En effet, ce dernier s'est insurgé face aux 10 engagements pris par Manuel Valls, des engagements qui, à 2 semaines de la fin du mandat socialiste, n'ont pas tous été respectés. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Nouvelle séance plénière ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Au programme, 32 rapports à l'examen, même si la matinée a débuté par une allocution musclée de la part du président Swabadine Ibrahim Ramadani. En cause, les promesses faites par Manuel Valls en juin 2015 lors de sa venue à Mayotte. En 2016, l'association des maires, les parlementaires et les élus du département avaient présenté et défendu un mémorandum afin que l'État respecte ses engagements. Mais force est de constater qu'à 2 semaines du second tour, le compte est encore loin d'y être.
s'agissant de l'impôt sur le revenu, 14 millions d'euros. L'impôt sur les sociétés, 18 millions d'euros. Le fait que l'État revienne en arrière est grave. Ça veut dire que l'État ne respecte pas ses engagements. La parole de l'État n'est pas respectée. C'est d'une gravité rarement connue. Et singulièrement pour un territoire, le nôtre, qui est dans le plus grand besoin. Nous sommes pires que la Guyane. Et que, deuxièmement, l'octroi de mer, nous avons convenu dans le cadre de ce mémorandum, donc d'attribuer aux maires les 24,5 millions destinés au département par amendement parlementaire, sous réserve d'une compensation. Nous n'avons pas la compensation. Non seulement nous n'avons pas la compensation, mais on nous enlève 8 millions. Compensation de l'octroi de mer, annulation des créances du département pour la transition fiscale de 2014, financement du RSA, 3 mesures restées sans suite et qui provoquent la colère des élus locaux. Pour l'opposition au département, cela n'a rien d'étonnant, même si Daniel Zaïdani fustige également les orientations budgétaires prises par la majorité. Nous continuons à écouter à la lettre les orientations non pas des conseillers généraux, mais du préfet. Pensez-vous un instant que la population mahoraise souhaite qu'on continue à ne pas accompagner les entreprises mahoraises, les associations mahoraises et les municipalités mahoraises? Bien sûr que non. La population mahoraise souhaite qu'on les accompagne lourdement. Le débat d'orientation budgétaire qui nous a été présenté aujourd'hui démontre encore une fois que le Conseil général n'y est pas, alors que pour la première fois, depuis 2 ans, elle a les moyens de faire les choses autrement et pour autant, elle préfère mobiliser ces moyens-là dans des domaines où nous avons déjà dépensé. Aujourd'hui, lorsque nous affichons 0 en termes d'accompagnement économique, 0 en termes d'accompagnement associatif, il n'est pas acceptable. Après l'expression populaire de la population mahoraise hier soir dans le cadre des présidentielles, de continuer cette errance-là. Face au vote contestataire qui s'est exprimé hier, les élus semblent avoir tout intérêt à réagir. C'est tout le sens de l'intervention du président qui, face au non-respect des engagements pris par l'État, se dit prêt à se mettre en mouvement. Alors que faire? Évidemment, nous allons à nouveau nous réunir. Mais le contexte pour l'instant ne s'y prête pas. Nous sommes dans une période électorale, au moins pendant 15 jours, une autre viendra, suivra une autre période électorale. Mais enfin, des contacts seront pris dès maintenant par toutes celles et tous ceux qui ont défendu ce mémorandum, de façon à définir ensemble quelle ligne de conduite face à l'État. Un État qui ne respecte pas sa parole. Sûrement qu'on ira dans la rue. Le rapport de force se fera dans la rue. Et cette fois-ci, croyez-moi, vous savez, moi je ne suis pas un homme violent, mais je le serai. L'exemple guyanais semble avoir donné des idées sur le département. Reste maintenant à savoir comment le futur gouvernement traitera la question de Mayotte, car nul doute que l'exaspération atteint aujourd'hui tous les pans de la société. Et souvenez-vous, lors de sa venue à Mayotte en mars dernier, Erika Barretts a annoncé un projet d'université de l'océan Indien. Néanmoins, dès l'annonce du lancement des études de faisabilité, plusieurs élus du département ont émis de sérieux doutes. Ils craignent en effet un rattachement permanent à l'université de la Réunion. Alors pour éclaircir les choses et être fixé sur le futur statut de l'université, Issa Abdou Issa a pris les devants en soumettant une motion en séance. Écoutons ses propos recueillis au micro d'Abbas Alidi et Soni Samchidine. Il faut que l'université de Mayotte devienne une université, de plein exercice, avec toute l'autonomie qui va avec. Il faut qu'elle soit équipée d'un campus universitaire avec tout ce qui va avec, crous, bibliothèque universitaire, etc. Donc une vraie université autonome vis-à-vis de la région. On a beaucoup parlé de la Réunion notamment, donc c'est quelque chose de très important. Donc s'ouvrir sur la région et faire de Mayotte cette référence, voilà, en termes de pédagogie, d'administration et de contenu universitaire. Donc c'est un moment important et j'étais heureux de voir que cette motion a été adoptée ce matin et c'était important que nous fassions entendre la voix du département par rapport au débat actuel, par rapport à ce message qu'il faut envoyer à l'État, surtout
à l'aune d'une période présidentielle où il faut faire entendre cette voix-là. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 24 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les cambriolages sont devenus monnaie courante à Mayotte. Et si nombre d'entre eux concernent des particuliers, les entreprises sont également devenues la cible de cambrioleurs qui ne reculent devant rien. Tout juste implantée sur le territoire, l'enseigne Tati vient d'en faire l'amer constat. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, le magasin a été victime d'un impressionnant cambriolage. Près de 50 000 € de biens ont été dérobés avant d'être stockés dans un conteneur à Kaweni, à seulement quelques mètres du magasin dans les anciens locaux de l'association AJKE. Samedi, les policiers du groupe d'atteinte aux biens de la brigade de sûreté urbaine ont néanmoins pu récupérer la totalité des marchandises dérobées. Plusieurs individus auraient participé à ce casse. 2 mineurs ont d'ores et déjà été interpellés, tandis que d'autres sont activement recherchés. 2 jours seulement après son ouverture, Tati subit donc un premier préjudice. Lors de la grève de jeudi dernier dans l'éducation nationale, les syndicats ont soulevé la question du statut des contractuels, de plus en plus nombreux au sein de l'éducation nationale à Mayotte. Conscient du problème, le vice-rectorat a répondu à cette attente en ces termes, je cite, « À compter des prochains contrats, tous les contractuels titulaires d'un diplôme niveau Master 2 ou supérieur seront recrutés à l'indice nouveau majoré 410. Les anciens contractuels titulaires de ces mêmes diplômes se verront alignés sur cet indice dès le renouvellement de leur contrat. Les titulaires d'un diplôme ou titre équivalent au niveau Bac+3 ou Bac+4 seront recrutés à l'indice 367 et les titulaires d'un diplôme Bac+2 à l'indice 321. Par ailleurs, la carrière de contractuel sera revue tous les 3 ans aux fins d'une éventuelle revalorisation. Selon la CGT Éducation, la mobilisation a donc clairement payé, mais cela reste insuffisant, ce qui implique que la menace d'un mouvement de grève illimité reste toujours d'actualité. Après un mois de mouvement, la crise en Guyane a pris fin. En effet, le gouvernement et le collectif à l'origine de la grève générale ont signé un protocole d'accord mettant fin au conflit. Le document englobe d'abord le plan d'urgence immédiat d'1,1 milliard d'euros qui vise à répondre aux urgences en matière d'éducation, de santé ou de sécurité. Le protocole comprend également 15 accords thématiques supplémentaires dans les domaines de l'agriculture, de l'économie, de la pêche, du BTP, des transports, du tourisme ou encore de la justice-sécurité. Cela doit notamment permettre d'injecter 2,1 milliards d'euros dans les prochaines années sur ce territoire. Par ailleurs, l'État s'engage à ce que toutes les mesures de cet accord fassent l'objet d'un examen prioritaire afin qu'un plan additionnel soit rapidement mis en place. Le travail ne fait donc que commencer, mais les motifs de satisfaction sont réels pour le collectif, qui affirme qu'il restera vigilant. Et pour finir, direction le collège de Majicavo-Lamir. Depuis son ouverture il y a 2 ans maintenant, l'établissement multiplie les actions pour optimiser les relations familiales et éducatives. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a été créée l'école des parents. De nombreux partenaires y sont depuis associés, entreprises, associations et bien d'autres encore. Et pour permettre aux parents de s'impliquer davantage, la société Matisse a mis à disposition cette année des transports gratuits et ce, chaque mercredi après-midi. Au total, ce sont 105 adultes qui participent à cette école des parents basée au collège de Majicavo-Lamir. Davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Avec 80 parents à son lancement il y a 2 ans et 205 à présent, l'école des parents du collège de Majicavo a du succès. L'idée est de travailler sur la coéducation, ce processus interactif et collectif qui favorise la socialisation. Stéphane Marchand nous en dit plus. On travaille sur l'élève, sur l'enfant, sur un territoire, mieux comprendre le territoire. Alors, ouvrir l'école aux parents, tout simplement pour qu'il y ait une meilleure connaissance du fonctionnement des établissements et qu'à la maison, il y ait un meilleur suivi de la scolarité. Donc c'est un travail que l'on fait en commun, école et parents, sur la problématique de l'éducation. Pour cette année scolaire, nous tournons donc à 205 par an, ce qui est quand même extrêmement positif et nous réfléchissons déjà pour la rentrée prochaine à ouvrir effectivement d'autres ateliers peut-être plus ciblés. Ciné-club, cuisine, informatique, mieux vivre ensemble, mais également alphabétisation.
Pour l'heure, 13 ateliers existent, dont 3 concernant la vie quotidienne. Dans les ateliers vie quotidienne, c'est concrètement apprendre aux parents comment remplir un formulaire à la préfecture, à la poste, lire un emploi du temps. C'est-à-dire savoir quand mon enfant il quitte la maison à 5h30 du matin, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il vaut mieux-il pas qu'il quitte à 6h30 dans la mesure où il commence qu'à 7h20? Donc on apprend aussi aux familles de regarder le rythme scolaire de ces élèves-là, de sorte à ce qu'il y ait le moins d'absence possible et de retard. Et on a un atelier qui est né il y a maintenant 1 mois, c'est un atelier préparation au DELF qui est un diplôme national. Ça peut aussi ouvrir à ce qu'on appelle l'insertion dans la société française, c'est-à-dire avoir un minimum de diplôme qui atteste que on est capable de parler et écrire en français, ils peuvent se réinsérer et trouver du travail. C'est important aussi pour eux. Et les parents ont décidé d'aller plus loin. En effet, avec l'aide de l'établissement, ils ont créé l'association des parents d'élèves du collège de Magicavo et ont déjà proposé des projets comme la présence bénévole des parents à la demi-pension pour garder un climat scolaire sain, mais aussi un autre nommé les chemins de l'école qui prévoit d'accompagner les enfants le matin et le soir. Quant à l'établissement, lui a la volonté d'être reconnu comme territoire apprenant. Un territoire apprenant, c'est un endroit où effectivement de multiples formations existent, aussi bien l'école de tous les jours, mais aussi des formations d'adultes, des formations de cadres. Nous avons régulièrement des formations du vice-rectorat qui sont proposées dans l'établissement, et nous avons également des formations du premier degré dans le cadre de notre REP+. Et dans un département où, en 2014, selon l'INSEE, 3 Mahorais sur 4 n'avaient pas de diplôme qualifiant, ce genre d'initiative est plus que bienvenue. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site lafocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et ce soir, ne ratez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous.